Dans les coffres d'une banque centrale européenne, des dizaines de lingots d'or certifiés, inspectés, validés, se sont révélés être du métal ordinaire recouvert d'une fine couche d'or véritable. Personne ne l'avait vu, personne ne l'avait soupçonné. Et le métal utilisé pour cette fraude n'était ni rare ni exotique. Il est dans votre téléphone en ce moment même. Voici comment ça s'est passé. Un ingénieur spécialisé dans les métaux précieux, appelons-le Marcus, reçoit un appel un matin. Pas un appel ordinaire. Une banque d'État vient de rapatrier une partie de ses réserves d'or stockées à l'étranger depuis des décennies. Le transport s'est bien passé, les lingots sont arrivés, les documents sont en ordre. Mais quelqu'un a eu l'idée, presque par habitude professionnelle, de passer un scanner à ultrasons sur quelques unités avant de les ranger définitivement. Marcus arrive dans la salle de vérification. L'air y est froid, presque clinique. Il y a une odeur légère de métal et de papier plastifié. Les lingots sont disposés sur une table en acier, brillant, lourd, parfait en apparence. Il pose l'appareil sur le premier. Le résultat s'affiche. Il le regarde. Il recommence. Même résultat. Il appelle son collègue sans dire un mot, juste en lui montrant l'écran. Son collègue pâlit. La vitesse du son à l'intérieur d'un lingot d'or pur est d'environ 3240 mètres par seconde. À l'intérieur de ce lingot, l'appareil enregistre 5200. Presque 2 fois plus rapide. Ce n'est pas de l'or, c'est autre chose. Quelque chose de dense, de lourd, de presque identique à l'or sur tous les critères visibles, mais fondamentalement différent à l'intérieur. Le lingot est percé discrètement. À l'intérieur, un cylindre sombre, gris mat, parfaitement usiné. La couche d'or en surface ne mesure que quelques millimètres. Juste assez pour passer les contrôles standards. Juste assez pour tromper pendant des années. Ce qui rend cette fraude si troublante, ce n'est pas son audace, c'est sa logique. Le métal utilisé à l'intérieur a une densité de 19,3 grammes par centimètre cube. L'or a une densité de 19,32. La différence est inférieure à 1%. Inférieure à la marge d'erreur de la plupart des instruments de mesure standard. Ce métal n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi précisément parce qu'il ressemble à l'or comme aucun autre élément sur Terre. Et son nom, la plupart des gens ne le connaissent pas. Pourtant, ils l'utilisent chaque jour, sans le savoir, dans chaque perceuse, chaque scanner médical, chaque processeur, chaque ampoule à filament qu'ils ont jamais vissé dans une douille. Ce métal s'appelle le tungstène. Et son histoire est l'une des plus étranges, des plus longues et des plus sous-estimées de toute la science. Amis, si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela aide vraiment à faire connaître ce contenu. Mais avant d'aller plus loin dans cette fraude, avant d'expliquer comment ce métal a pu se glisser dans les coffres les mieux gardés du monde, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Quelque chose que presque personne ne sait sur le tungstène. Parce que si on vous demande aujourd'hui où se trouve ce métal dans votre vie quotidienne, vous allez probablement hausser les épaules. Et pourtant, en ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, vous en tenez peut-être dans la main. Le téléphone que vous utilisez contient plusieurs grammes de tungstène. Pas dans le boîtier, pas dans la batterie, dans le processeur. À l'intérieur de ce petit rectangle de silicium qui traite des milliards d'opérations par seconde, se trouvent des contacts verticaux microscopiques, plus fins que le plus petit virus connu, qui relient les différentes couches du circuit. Ces contacts sont en tungstène. Pourquoi lui et pas un autre métal ? Parce que les processeurs sont fabriqués à des températures très élevées, avec des gaz très réactifs, dans des conditions où presque tout autre métal se diffuserait dans le silicium environnant et détruirait les transistors. Le tungstène, lui, reste exactement là où on l'a mis. Il ne bouge pas, il ne réagit pas. Il supporte tout. Et ce n'est qu'un exemple, parmi des dizaines. Dans le tube à rayons X de l'hôpital, où vous avez peut-être passé une radio un jour, il y a une cible métallique sur laquelle des électrons accélérés à des centaines de milliers de volts viennent s'écraser. 1% de leur énergie cinétique se transforme en rayons X.
Les 99% restants se transforment en chaleur pure. La cible doit encaisser tout ça, tous les jours, pendant des années, sans fondre, sans se déformer, sans céder. Elle est en tungstène. Chaque radio pulmonaire, chaque scanner dentaire, chaque image d'un os fracturé que vous avez jamais vu sur un écran médical n'a existé que parce que ce métal a tenu bon sous une chaleur que presque aucun autre matériau n'aurait survécu. Et dans le sud de la France, sur un chantier colossal où des ingénieurs de 35 pays assemblent en ce moment le plus grand réacteur à fusion thermonucléaire jamais construit par l'humanité, les parois intérieures de la chambre qui va contenir un plasma chauffé à 150 millions de degrés sont recouvertes de blocs de tungstène. 150 millions de degrés. C'est 10 fois la température au centre de notre Soleil. Et le seul matériau que les ingénieurs ont trouvé capable de faire face à ça sans se vaporiser, sans contaminer le plasma, sans simplement disparaître, c'est ce métal que les banquiers ne reconnaissaient pas dans leurs propres lingots. Ce métal silencieux, dense, incompris, qui ment si bien dans un coffre-fort qu'il a fallu un scanner à ultrasons pour le débusquer, est aussi le seul matériau sur Terre capable de regarder en face la chaleur d'une étoile artificielle sans scier. Et ça, ce n'est que le début de ce qu'il cache. Chaque atome de tungstène qui existe sur Terre est né avant que notre Soleil existe. Pas comme métaphore poétique, comme fait physique brut et vérifiable. Et la façon dont ces atomes sont apparus dans l'univers est tellement violente que même en la décrivant calmement, elle donne le vertige. Voici ce qu'il faut comprendre. Une étoile ordinaire, même une géante, même une supergéante qui brûle pendant des milliards d'années, ne peut pas produire d'atomes plus lourds que le fer. Elle s'arrête là. Le fer est une sorte de mur chimique que la physique stellaire ne peut pas franchir. Pour aller au-delà du fer, pour assembler des atomes encore plus lourds, il faut une quantité d'énergie si colossale qu'aucune étoile vivante ne peut la fournir. Une étoile qui essaierait d'aller au-delà mourrait avant d'y arriver. Elle s'effondrerait sur elle-même. Le tungstène est bien plus lourd que le fer, beaucoup plus lourd. Ce qui signifie une chose très simple et très dérangeante. Aucune étoile en état de fonctionnement normal n'a jamais produit un seul atome de tungstène depuis le début de l'univers. Pas un seul. Alors d'où vient-il ? La réponse a été observée directement par des astronomes il y a quelques années. Pas déduite, pas calculée sur un tableau. Observée en temps réel, comme on regarde un éclair dans le ciel nocturne. 2 étoiles à neutrons, les objets les plus denses de l'univers, chacune plus massive que notre Soleil, mais comprimée dans une sphère d'à peine 20 km de diamètre, tournaient l'une autour de l'autre depuis des millions d'années. En spirale. De plus en plus vite. De plus en plus près. Et puis elles se sont percutées. La collision a duré moins d'1 seconde. L'énergie libérée en cet instant dépasse tout ce que notre cerveau peut réellement imaginer. En une fraction de seconde, cette explosion a produit plus d'éléments lourds que des milliers d'étoiles ordinaires n'en produiraient en toute leur durée de vie réunie. Or, platine, uranium et tungstène. Ces atomes ont été projetés dans l'espace, ont dérivé pendant des millions d'années dans des nuages de gaz et de poussière, et ont fini par s'intégrer à de nouveaux systèmes solaires en formation, y compris le nôtre. Chaque atome de tungstène dans votre téléphone, dans les lingots de la chambre froide de Marcus, dans les parois du réacteur en France, vient de cet impact. Pas d'un, probablement de plusieurs. Ces catastrophes cosmiques sont les seules usines capables de fabriquer ce métal, et elles ont opéré bien avant que notre Soleil s'allume. Ce qui est troublant, c'est que ces atomes ont ensuite fait un chemin encore plus long. Ils se sont déposés dans la croûte terrestre, dissous dans des eaux souterraines bouillantes, concentrés dans des filons de roche que personne ne remarquait. Et là, ils ont attendu. Des milliards d'années. Sans bouger, sans se dégrader. Jusqu'à ce que des hommes arrivent avec des outils et commencent à creuser. Et justement, parlons de ces hommes. Parce que leur histoire avec ce métal n'est pas une histoire de découverte triomphante. C'est une histoire de malédiction qui a duré 3 siècles. Imaginez une région montagneuse d'Europe centrale, il y a plusieurs centaines d'années. Des fondeurs travaillent dans des ateliers enfumés,
La chaleur des fours colle à la peau, le bruit du métal fondu emplit l'air. Ces hommes s'affondrent l'étain depuis des générations. C'est leur métier, leur identité, leur revenu. Et parfois, pas toujours, mais assez souvent, pour devenir un vrai problème, un minerai sombre et anormalement lourd se glisse dans la roche qu'ils traitent. Ils ne le choisissent pas. Il est là, mélangé au reste. Et quand il entre dans le four, tout se dérègle. Les scories gonflent et écument. Au lieu de métal propre au fond du creuset, il y a beaucoup moins d'étain que prévu. Parfois la moitié, parfois moins. Une journée entière de travail, de combustible brûlé, d'efforts physiques épuisants, réduit à rien par ce caillou noir et lourd que personne n'a demandé. Ces hommes ne connaissaient pas la chimie, ils connaissaient le résultat. Et ils ont donné à ce minerai un nom qui disait exactement ce qu'ils ressentaient. Wolfram, écume de loup. Le loup qui dévore leur travail, leur temps, leur gain. Ce n'était pas un nom scientifique. C'était une malédiction prononcée à voix haute dans des ateliers surchauffés par des hommes épuisés et en colère. Et cette malédiction a traversé les siècles jusqu'à devenir le symbole chimique officiel de l'élément numéro 74 sur le tableau périodique. La lettre W pour Wolfram, gravée dans la science mondiale, est un écho direct de cette rage médiévale. Pendant ce temps, les chimistes commençaient à s'intéresser à ce minerai étrange. Un pharmacien autodidacte du nord de l'Europe, sans diplôme universitaire, mais avec une curiosité qui dépassait la plupart des professeurs de son époque, chauffe un minéral appelé pierre lourde avec de l'acide. Il obtient un précipité jaune, inconnu. Il comprend qu'un métal nouveau se cache à l'intérieur. Il le décrit avec précision. Il publie ses résultats. Et puis il meurt, à 43 ans, épuisé par des années d'expérience menées sans protection dans de petits laboratoires de province. Il n'a jamais isolé le métal. Il a été à quelques pas de la ligne d'arrivée et n'a pas eu le temps de la franchir. 2 ans après sa mort, 2 frères chimistes travaillant dans un séminaire scientifique isolé au nord de l'Espagne reprennent exactement là où ils s'étaient arrêtés. Ils prennent ce précipité jaune, le chauffent avec du charbon à très haute température et récupèrent au fond du creuset une poudre sombre et dense. Un métal nouveau. Ils le nomment d'après le minerai maudit des fondeurs. La découverte est publiée, le monde scientifique l'accepte. Et puis, pendant presque 100 ans, il ne se passe absolument rien. Un métal ignoré pendant 100 ans a provoqué, presque par accident, la plus grande rupture intellectuelle de toute l'histoire de la physique. Et tout a commencé avec une ampoule qui refusait de tenir. Quand les 2 frères ont publié leur découverte à la fin du XVIIIe siècle, personne ne savait quoi faire de ce métal. Il était cassant, il se brisait sous la moindre contrainte mécanique. Impossible à étirer, impossible à laminer, impossible à transformer en quoi que ce soit d'utile. Les chimistes le rangeaient dans leur collection de curiosités entre d'autres poudres métalliques oubliées et passaient à autre chose. Le tungstène est resté là, inerte, sans usage, pendant presque un siècle entier. Et puis quelqu'un a eu besoin d'une lumière qui dure. Les premiers ingénieurs qui ont travaillé sur l'ampoule électrique savaient qu'il leur fallait un filament capable de tenir à des températures extrêmes tout en conduisant l'électricité et en émettant de la lumière. Le platine fondait trop facilement. Le carbone se dégradait trop vite. L'osmium s'oxydait. Chaque tentative se terminait de la même façon. Le filament tenait quelques heures, parfois quelques jours, puis cédait. Les ingénieurs revenaient au tungstène encore et encore, parce que théoriquement, avec son point de fusion à 3422 degrés, il était parfait. Mais en pratique, impossible à travailler. La poudre se fragmentait dès qu'on essayait d'en tirer un fil. C'était comme essayer de tisser du verre pilé. Un ingénieur américain nommé Hartford, qui travaillait dans un grand laboratoire industriel au début du XXe siècle, a passé des années à chercher comment rendre ce métal malléable. Pas en le chauffant davantage, pas en ajoutant des additifs chimiques, mais en le comprimant sous pression extrême à l'état de poudre, puis en le traitant à haute température dans des conditions très précises. Après des dizaines d'essais infructueux,
quelque chose a changé dans la structure interne du métal. Il est devenu, dans certaines conditions très spécifiques, suffisamment souple pour être étiré en fil. Un fil d'1 dixième de millimètre de diamètre, plus fin qu'un cheveu humain, capable de tenir à 2500 degrés pendant des milliers d'heures sans se rompre. Le monde s'est littéralement illuminé dans les années qui ont suivi. Des millions d'ampoules à filaments de tungstène ont remplacé les bougies et les lampes à gaz dans les villes entières. Chaque fois que quelqu'un appuyait sur un interrupteur, ce métal maudit par des générations de fondeurs médiévaux prouvait silencieusement qu'il valait bien plus que ce qu'on avait cru. Mais voilà où l'histoire prend un tournant que personne n'avait anticipé. Ce filament incandescent posait aux physiciens de l'époque un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Quand un corps chaud émet de la lumière, la répartition de cette lumière selon les couleurs suit une courbe très précise. Les physiciens avaient des équations pour tout. Ils ont appliqué ces équations aux filaments chauffés. Et le résultat était absurde. Selon la physique classique, un corps chaud devrait émettre une quantité infinie d'énergie dans les longueurs d'onde les plus courtes. Infinie. Ce qui est physiquement impossible et que personne n'a jamais observé. Le filament de tungstène, lui, brillait parfaitement, sans explosion, sans énergie infinie, sans aucun des comportements que les équations prédisaient. La théorie et la réalité ne correspondaient plus. Un physicien allemand nommé Brenner a proposé une idée qui semblait à l'époque presque désespérée. Et si l'énergie ne se diffusait pas de façon continue, mais uniquement par paquets discrets d'une taille minimale? Cette idée était si étrange, si contraire à tout ce que la physique avait construit depuis des siècles, que Brenner lui-même n'était pas sûr qu'elle voulait dire quelque chose de réel. Mais les calculs fonctionnaient, et ce pas mathématique forcé est devenu le premier fondement de la physique quantique. La science, qui dans les décennies suivantes a expliqué la structure de l'atome, permis l'invention du transistor, du laser, de l'imagerie médicale et de tous les processeurs qui font tourner le monde aujourd'hui. Tout ça déclenché par un filament de métal dans une ampoule. Maintenant écoutez bien ce qui se passe ensuite. Parce que pendant que les physiciens débattaient dans leur laboratoire, des hommes en costume sombre, dans des bureaux gouvernementaux, avaient compris autre chose sur ce métal. Quelque chose de beaucoup plus immédiat et de beaucoup plus dangereux. Lors d'une grande exposition industrielle internationale au tournant du XXe siècle, 2 ingénieurs américains ont présenté devant un public d'industriels et d'observateurs militaires un outil de coupe fabriqué à partir d'acier enrichi au tungstène. Un bloc de métal dur a été serré dans une machine. L'outil a touché la surface et les copons ont jailli à une vitesse que personne dans la salle n'avait jamais vue. 3 fois plus vite que les meilleurs outils de l'époque, 4 fois plus vite. L'outil ne chauffait pas, ne s'émoussait pas, continuait à couper sans fléchir. Certains spectateurs ont reculé d'un pas, d'autres ont sorti leur carnet en silence. Les hommes qui avaient compris ce que cela signifiait n'étaient pas des ingénieurs, c'étaient des stratèges. Une usine qui usine le métal 4 fois plus vite produit 4 fois plus de pièces dans le même temps. 4 fois plus de canons, 4 fois plus d'obus, 4 fois plus d'équipements militaires. Dans un monde qui s'approchait à grande vitesse du conflit le plus destructeur qu'il ait jamais connu, cela n'était pas un avantage industriel, c'était un avantage militaire de premier ordre. Et la chasse au tungstène a commencé immédiatement. Discrète, invisible, mais absolument sérieuse. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la grande majorité des réserves européennes de tungstène accessibles à cette époque se trouvaient dans un seul pays. Un pays neutre. Un pays de montagnes et de vignes, dont personne ne parlait dans les capitales militaires, jusqu'à ce que tout le monde se mette à vouloir exactement ce qu'il avait sous ses pieds. Et ce pays allait devenir, pendant les 2 guerres mondiales, le terrain d'une bataille que personne ne voyait, mais que tout le monde menait à fond. Ce pays neutre dont personne ne parlait, c'était le Portugal. Et ce qui s'y est passé pendant les 2 guerres mondiales ressemble moins à de la diplomatie qu'à une ruée vers l'or, sauf que l'or en question était une roche noire et lourde que les paysans locaux ne regardaient même pas avant que des étrangers arrivent avec des valises remplies d'argent.
Dès le début du premier conflit mondial, des agents de plusieurs nations rivales ont convergé vers les provinces montagneuses du nord du pays. Des hommes en costume, parlant un portugais approximatif, qui descendaient de voitures poussiéreuses dans des villages où personne ne fermait sa porte à clé. Ils achetaient du minerai de tungstène. Les uns le revendaient aux usines alliées. Les autres l'acheminaient vers les industries adverses via des sociétés intermédiaires installées dans des pays neutres tiers. Les prix ont commencé à monter, d'abord doucement, puis de façon vertigineuse. En quelques mois, la valeur du minerai a été multipliée par 10, puis par 20. Des familles qui cultivaient des vignes sur des terrasses de schiste depuis des générations ont soudain découvert que la roche sous leurs pieds valait une fortune. Des hommes ont abandonné leurs champs du jour au lendemain. Des femmes lavaient le minerai dans les rivières froides à l'aube, séparant à la main le wolfram lourd du gravier ordinaire. Des enfants portaient des sacs sur des sentiers de montagne à la lampe à huile. Les villages se sont transformés. Des cafés ont ouvert. Des vêtements neufs sont apparus. Des maisons en pierre ont été rénovées pour la première fois depuis un siècle. Et tout cet argent venait directement des budgets militaires de pays qui s'entretuaient à quelques milliers de kilomètres de là. Le minerai acheté dans ces montagnes paisibles finissait dans des outils de coupe qui usinaient des pièces d'armement, dans des noyaux de projectiles capables de percer les blindages les plus épais. Les paysans creusaient, les agents achetaient, les usines produisaient, et les fronts avançaient ou reculaient en partie selon qui avait obtenu le plus de tungstène ce mois-là. Quand le premier conflit s'est terminé, les prix se sont effondrés du jour au lendemain. Les mines illégales ont fermé. Les agents ont disparu. Les villages sont retournés à leur silence habituel. Mais les gens se souvenaient. Ils savaient maintenant ce que valait cette roche noire. Et quand le deuxième conflit mondial a éclaté 20 ans plus tard, ils n'ont pas eu besoin qu'on leur explique ce qui se passait. La fièvre a repris, mais cette fois dans un contexte encore plus tendu et encore plus organisé. Les deux camps avaient tiré les leçons du premier conflit. Des réseaux de sociétés écrans beaucoup plus sophistiqués avaient été mis en place. Des intermédiaires portugais avec des noms parfaitement locaux signaient des contrats en bonne et due forme qui masquaient la destination finale du minerai. De l'autre côté, les services de renseignement alliés ont développé une stratégie d'une logique presque cynique. Ils achetaient du tungstène non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais pour que l'adversaire ne puisse pas l'obtenir. Ils payaient, stockaient et laissaient le métal prendre la poussière dans des entrepôts. L'objectif n'était pas d'utiliser la ressource, c'était de la priver à l'ennemi. Des gardes armés surveillaient les convois sur les routes de montagne. Des tensions éclataient entre groupes d'acheteurs concurrents. Le tungstène était devenu un objet pour lequel des hommes étaient prêts à se battre physiquement dans des villages que personne ne connaissait sur aucune carte stratégique officielle. Le dirigeant portugais de l'époque observait tout ça avec une patience calculée. Il laissait les deux camps payer. Il laissait les prix monter. Et puis, quand il est devenu évident que le camp allié allait l'emporter et que les conséquences économiques d'un mauvais choix seraient désastreuses, il a tranché. Une annonce officielle a mis fin à toutes les exportations de tungstène vers les pays de l'Axe. Du jour au lendemain, les usines adverses ont senti le manque. Les outils s'émoussaient plus vite. Les cadences de production baissaient. Chaque point de productivité perdu dans une usine d'armement se traduisait quelque part sur le terrain par moins de matériel disponible au moment où chaque pièce comptait. Un métal. Une décision. Dans un petit pays neutre coincé entre l'Atlantique et des montagnes de granit. Et les effets se sont propagés jusqu'aux lignes de front. Voilà le genre de pouvoir que le tungstène exerçait sur les conflits du XXe siècle. Et ce pouvoir n'a pas disparu avec la fin des guerres. Il a juste changé de forme. Parce qu'aujourd'hui, le contrôle de ce métal est concentré dans les mains d'un seul pays. Et ce pays a déjà montré qu'il n'hésitait pas à s'en servir comme levier. En ce moment précis, environ 80% du tungstène mondial est extrait dans une seule région de Chine. Pas 40%, pas 60%, 80%. Ce n'est pas une position dominante sur un marché, c'est un monopole absolu sur un métal que toute l'industrie mondiale utilise chaque jour sans y penser. Et il y a quelques années,
ce pays a décidé de réduire brutalement ses quotas d'exportation. Les prix ont explosé en quelques semaines. Des fabricants d'outils de précision en Allemagne, au Japon, aux États-Unis ont cherché des sources alternatives en urgence. Canada, Rwanda, Autriche, Vietnam. Les volumes disponibles ailleurs dans le monde étaient si faibles par rapport à la demande globale que c'était comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un verre d'eau. Des industries entières ont réalisé du jour au lendemain qu'elles dépendaient d'une entrée du tableau périodique contrôlée par un seul acteur géopolitique, le numéro 74. Le même métal que les paysans portugais arrachaient à la roche à la lampe à huile pendant les guerres mondiales était maintenant le point de vulnérabilité silencieux de l'économie industrielle mondiale. Les gouvernements occidentaux ont commencé à constituer des réserves stratégiques, des programmes de diversification ont été lancés, des explorations de nouveaux gisements ont été financées en urgence. Mais la réalité géologique ne se change pas par décret. Les gisements chinois sont trop riches, l'infrastructure trop développée, les prix trop compétitifs. La dépendance s'est légèrement atténuée en surface, mais dans les faits, elle reste structurelle. Et pendant que les gouvernements négociaient et les industriels s'inquiétaient, dans l'ombre de tout ça, des gens beaucoup moins officiels avaient trouvé leur propre façon d'exploiter ce métal extraordinaire. Une façon qui n'avait rien à voir avec les mines ou les usines, et tout à voir avec les chambres fortes des banques centrales. Ce qui nous ramène exactement là où cette histoire a commencé. Marcus, le scanner à ultrasons et ce lingot qui sonnait creux. Des scientifiques ont découvert que certains organismes vivants utilisent le tungstène comme d'autres utilisent l'oxygène pour survivre, et cette découverte a complètement changé ce que nous pensions savoir sur les origines de la vie sur Terre. Revenons une seconde à Marcus et à ce lingot percé dans la chambre froide. Quand les analyses ont confirmé que le cœur du lingot était du tungstène usiné avec précision, la première question que tout le monde a posée n'était pas comment. C'était depuis combien de temps? Et la réponse à cette question était inconfortable. Parce que les lingots frauduleux ne se fabriquent pas dans un garage. Ils nécessitent un usinage de précision, un accès à du tungstène en barre, une connaissance fine des dimensions exactes des lingots standards et une capacité à déposer une couche d'or suffisamment épaisse pour résister aux tests visuels et aux analyses de surface. Ce n'est pas une arnaque improvisée, c'est une opération industrielle déguisée en métal précieux. Et elle n'a fonctionné aussi longtemps que parce que les systèmes de vérification standards n'avaient tout simplement pas été conçus pour détecter quelque chose d'aussi précis. Ce qui rend tout ça encore plus troublant, c'est que ce métal utilisé pour tromper les banques les mieux gardées du monde est exactement le même métal que des bactéries primitives utilisent depuis des milliards d'années pour maintenir leur chimie interne en vie. Et quand on comprend pourquoi ces bactéries ont choisi le tungstène plutôt que n'importe quel autre métal, on commence à voir ce métal d'une façon complètement différente. Des biologistes étudiant des sources hydrothermales au fond de certains océans ont trouvé des micro-organismes qui vivent dans des conditions que nous considérons normalement comme incompatibles avec la vie. Des températures autour de 100 degrés, une acidité extrême, une absence totale d'oxygène. Ces créatures ne survivent pas malgré ces conditions. Elles en ont besoin. Et à l'intérieur de leurs cellules, certaines protéines essentielles à leur survie contiennent un atome de tungstène dans leur centre actif. Retirer le tungstène de leur environnement et leur chimie interne s'effondre. Ils ne peuvent tout simplement plus fonctionner. Le tungstène n'est pas un déchet pour eux, pas une impureté tolérée. C'est un outil fondamental, aussi vital pour eux que le fer l'est pour notre sang. Pourquoi le tungstène et pas autre chose? La réponse est dans la chimie de la Terre primitive. Il y a plus de 3 milliards d'années, la planète était un endroit très différent. Chaude, volcanique, sans oxygène dans l'atmosphère ni dans les océans. Dans ces eaux bouillantes et acides, le tungstène était soluble et disponible. Son cousin chimique, le molybdène, qui remplit aujourd'hui des fonctions similaires dans presque tous les êtres vivants, était à cette époque pratiquement insoluble dans des conditions sans oxygène. Il n'était pas accessible aux premières cellules, mais le tungstène, lui, l'était. Et selon une hypothèse sérieuse soutenue par des données biochimiques solides, les premières molécules capables de catalyser des réactions biologiques
ont utilisé le tungstène comme pivot central. Il aurait été le premier métal de la vie avant d'être progressivement remplacé par le molybdène quand l'atmosphère s'est enrichie en oxygène et que les conditions ont changé. Les organismes qui vivent encore aujourd'hui dans les sources hydrothermales sont comme des témoins vivants de cette chimie originelle. Ils ont gardé le tungstène parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de changer. Leur environnement n'a pas changé depuis des milliards d'années. Ils sont restés exactement comme ils étaient au début. Et le métal que des fraudeurs ont utilisé pour imiter l'or dans des lingots de banque centrale est peut-être le même métal qui a rendu possible l'apparition de la vie sur cette planète. Ce métal naît dans la collision d'étoiles à neutrons, déposées dans la croûte terrestre, dissous dans les eaux volcaniques de la Terre primitive, intégré aux premières enzymes vivantes, puis maudit par des générations de fondeurs, puis découvert, puis ignoré pendant un siècle, puis transformé en filaments lumineux, puis en outil de guerre, puis en levier géopolitique, puis en cœur de lingots frauduleux, continue maintenant de révéler des facettes que personne n'avait anticipées. Et la plus vertigineuse de toutes est peut-être inscrite non pas dans une cellule vivante, mais dans la roche elle-même. Les géochimistes ont découvert quelque chose de remarquable dans le rapport entre deux formes différentes du tungstène présentes dans les roches du manteau terrestre. L'une de ces formes se produit uniquement par la désintégration radioactive d'un autre élément, l'hafnium, qui a une durée de vie très courte à l'échelle géologique. Environ 9 millions d'années. Ce qui signifie que cette réaction s'est complètement arrêtée très tôt dans l'histoire de la planète, et que depuis lors, le rapport entre ces deux formes de tungstène dans les roches est resté figé, comme une photographie prise dans les premiers instants de la Terre. En mesurant ce rapport dans différents types de roches, les géochimistes peuvent déterminer exactement à quel moment le noyau de la Terre s'est formé. Parce que lors de la formation du noyau, le tungstène a migré vers le fer en fusion qui descendait vers le centre de la planète sous l'effet de la gravité, tandis que l'hafnium restait dans les roches du manteau. La quantité de tungstène produite ensuite par la désintégration de l'hafnium restant dans le manteau dépend donc directement du moment où cette séparation s'est produite. Plus le noyau s'est formé tôt, moins il restait d'hafnium dans le manteau, et moins de tungstène de cette forme particulière s'est accumulé par la suite. La lecture de ces ratios dans les roches donne une date précise. Le noyau de la Terre s'est formé dans les premières dizaines de millions d'années de l'existence de la planète. Ce noyau de fer en rotation lente génère le champ magnétique qui enveloppe la Terre et la protège des rayonnements cosmiques. Sans lui, l'atmosphère se serait dissipée dans l'espace il y a des milliards d'années. Sans atmosphère, pas d'eau liquide. Sans eau liquide, pas de vie. Le tungstène, en portant dans ses atomes la mémoire de la formation du noyau terrestre, nous dit indirectement pourquoi la vie a pu exister ici et pas ailleurs dans le système solaire. Il est l'horloge qui a enregistré la naissance du bouclier invisible, qui protège tout ce qui vit sur cette planète. Et en ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, ce métal est simultanément dans des sondes spatiales qui s'approchent du Soleil, à des vitesses que aucun objet humain n'avait jamais atteintes, dans les parois d'un réacteur en France qui va reproduire la chaleur d'une étoile artificielle, dans le processeur de votre téléphone, dans les lingots d'une chambre forte quelque part en Europe, et peut-être, selon certains biochimistes, dans la lignée directe des premières réactions chimiques qui ont donné naissance à la vie sur cette planète. Tout ça dans un métal que la plupart des gens ne sauraient pas nommer si on le leur demandait dans la rue. Voilà ce que cette histoire dit vraiment. Ce ne sont pas toujours les choses les plus visibles qui comptent le plus. L'or brille. Il attire les regards, les convoitises, les caméras. Le tungstène, lui, se cache à l'intérieur des lingots, à l'intérieur des processeurs, à l'intérieur des cellules vivantes, à l'intérieur des roches du manteau terrestre. Il ne cherche pas à être remarqué. Il fait son travail là où aucun autre matériau ne tient. Et chaque époque, qui a cru avoir compris ce qu'il était, a découvert ensuite qu'elle n'en avait vu qu'une infime partie. Les fondeurs médiévaux pensaient que c'était une malédiction. Les chimistes du XVIIIe siècle pensaient que c'était une curiosité sans usage. Les ingénieurs du XXe siècle pensaient que c'était un filament.
Les stratèges militaires pensaient que c'était une arme. Les fraudeurs pensaient que c'était un substitut parfait à l'or. Et des biologistes viennent de comprendre que c'était peut-être le premier outil de la vie. La vraie puissance ne se montre pas. Elle attend qu'on soit assez curieux pour aller la chercher là où personne ne regarde. Alors voici la question que je vous pose, et j'aimerais vraiment que vous répondiez dans les commentaires. Si ce métal discret, ignoré, maudit pendant des siècles, s'est révélé être à la fois le fondement de la physique quantique, l'enjeu secret de 2 guerres mondiales, l'outil de la plus grande fraude bancaire au lingot de l'histoire moderne, et peut-être l'origine chimique de la vie sur Terre, combien d'autres éléments du tableau périodique cachent encore des secrets de cette ampleur que personne n'a encore eu la curiosité de chercher? Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas hier, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque vidéo ici part du même principe. Les choses les plus extraordinaires se cachent toujours là où personne ne pense à regarder.